Nouveau numéro de Reporter le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. En 1994, le Rwanda bascule dans une folie meurtrière. En seulement 3 mois, plus de 800 000 Rwandais, des Tutsis essentiellement, sont massacrés par la majorité Hutu. Et les rares Hutus qui tentent de s'interposer sont exécutés. Pourtant, quelques-uns vont risquer leur vie pour venir en aide aux Tutsis. Qui sont ces héros du génocide rwandais? Pourquoi eux n'ont-ils pas cédé à la haine et à l'appel du sang? Notre document s'intéresse à ces hommes et ces femmes que l'histoire a oubliés, mais qui ont fait preuve d'humanité aux heures les plus sombres du génocide. Les Justes du Rwanda, c'est un film signé Luc Laguin-Boucher. Un pays aux collines paradisiaques qui sombre dans la barbarie. Des habitants en apparence paisibles qui se transforment en assassins. En 1994, le Rwanda a basculé dans une folie meurtrière. Rares sont ceux qui s'y sont opposés. On coupe, on découpe, on mutile les gens et les cadavres jonchent les sols. Vous pouvez en voir qui ont encore des soubresauts de vie dans la rue parce qu'ils ne sont pas complètement achevés, mais c'est une boucherie, c'est simplement un abattoir. En seulement 3 mois, plus de 800 000 Rwandais, essentiellement Tutsis, sont exterminés par la majorité Hutu. Les rares Hutus qui tentent de résister sont exécutés. Pourtant, quelques-uns ne vont pas suivre la meute. Parmi eux, Froduald, ouvrier agricole. C'était comme se sacrifier en entrant dans une maison en feu pour sauver quelqu'un des flammes. Damas, directeur d'orphelinat. Si tu cachais même un bébé tout de suite, et qu'on te découvrait, on te tuait avec toute ta famille. Et Joséphine, tenancière de bar. Je voyais bien que les personnes qu'on tuait étaient des êtres humains, des personnes innocentes. Moi, j'ai choisi de les aider, avec la force de Dieu. Et si on m'attrapait avec eux, on partirait ensemble. Pourquoi ont-ils fait ce choix? Comment s'y sont-ils pris? Voici l'histoire de ces 3 justes et de ceux qu'ils ont sauvés. Thomas est un rescapé du génocide. À l'époque, j'avais 10 ans. Et comme tout le monde autour de moi, j'avais peur. En avril 1994, ce jeune Tutsi était venu passer les vacances dans la ferme de son oncle à Kibuye, au bord du lac Kivu. Quand les premiers meurtres sont commis, le préfet demande aux Tutsis de se rassembler dans des lieux sûrs pour garantir leur sécurité. Des gens se sont réfugiés à l'église, surtout les chrétiens, comme la famille de mon oncle. Ils se disaient « autant mourir dans la maison de Dieu ». D'autres sont allés au stade, comme les autorités les y encourageaient pour mieux les protéger. Mais en réalité, c'était une ruse pour les regrouper et les anéantir plus vite, avec des armes lourdes. Car le préfet donne l'ordre aux militaires, aux miliciens et même aux simples habitants d'assassiner les Tutsis. Joséphine est Hutu. Cette tenancière de bar, mariée et mère de 7 enfants, va assister au massacre
de plus de 10 000 Tutsis. On a entendu le crépitement des armes qui provenaient du stade, juste derrière. Les cris, on les entendait s'élever tout autour de nous. Ils ont massacré beaucoup de gens au stade. Puis ils sont allés tuer à l'église. Ceux qui ont pu s'enfuir se sont cachés dans les buissons. Ils y ont été pourchassés et tués. D'autres l'ont été jusque dans le lac. Les tueurs étaient enthousiastes, motivés. C'était comme s'ils avaient trouvé quelque chose de bon dans les tueries. Ils étaient équipés pour ça. Ils étaient prêts à tout. C'étaient plus des hommes. Ils étaient devenus des hyènes. L'oncle de Thomas et sa famille, regroupés à l'église, sont tués. Mais le jeune garçon, resté à la ferme, échappe au carnage. Il se cache afin d'éviter les bandes de tueurs qui traquent les survivants. J'ai dormi là, au milieu de ces arbustes. Je cherchais le meilleur endroit. Et je me suis dit, si j'allais dans ce grand buisson là-haut, j'aurais plus de chances de survivre. Ne serait-ce qu'un jour de plus. J'ai circulé dans toute cette zone que vous voyez là. J'étais complètement désespéré. Il était mal en point. C'était difficile de reconnaître que c'était un être humain. Il avait les yeux cassés. Il était complètement désorienté. Il avait des habits en lambeaux. En peu de mots, c'était pas beau à voir. Je lui ai dit, viens. Si les gens te voient, ils te tuent. Sors de là et viens me rejoindre. Une dame est sortie de sa maison et m'a vu là-haut. Elle m'a appelé et je me suis dit, je n'ai plus rien à perdre. Même si je risque de mourir, autant y aller. Dans la vie, il faut prendre des risques. La suivre pouvait conduire à la vie ou à la mort. J'ai décidé de la suivre. C'était une faute très grave. Si tu cachais un Tutsi, on t'ordonnait de le tuer et ensuite, on te tuait. On était prévenus. C'était comme une loi. C'était connu de tous. On l'avait expliqué à tous les paysans. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens n'ont pas osé cacher leurs amis, parce que c'était une mission impossible. C'était comme un sacrifice. Joséphine, comme tous les Rwandais, a été bercée dès l'enfance par la propagande gouvernementale. À l'école, à la radio, dans les journaux, il se répétait qu'un jour, il faudrait se débarrasser de tous les Tutsis. Ces derniers étaient surnommés les cafards, Inyenzi, en langue rwandaise. Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de RTLM. Nous sommes en train de nous acheminer vers une journée où nous dirons « Il n'y a plus un seul Inyensi dans le pays ». Cela ne sera donc possible que si nous continuons notre élan de les exterminer. Pierre est Tutsi. Il sait qu'il est devenu une proie. Alors, il cherche refuge dans son bureau de l'office forestier de Kibuye, avec l'espoir que les miliciens n'oseront pas venir le tuer là, puisque ce sont des Suisses qui gèrent cet organisme. J'ai entendu les gens fracturer les portes et monter dans le bâtiment civil où mon meilleur ami s'était caché avec sa famille. Donc, ils ont cassé les portes, ils les ont sortis et ils les ont tués. J'étais très perturbé, à en perdre l'esprit.
J'ai décidé de partir. Je suis allé vers la colline. Et après, j'ai rencontré Joséphine. Joséphine, c'était une voisine, pas vraiment une amie. Je savais qu'elle était Hutu. J'ai trouvé Pierre, hagard. Et je lui ai dit, « Pierre, que fais-tu là? Tu vois bien ce qui est en train de se passer. Je sais que tu es Tutsi. » Il m'a répondu, « J'ai pas le choix. Je sais pas où aller. » Alors je lui ai dit, « Viens dans ma maison. Passe à travers les champs de maïs et de haricots. » Dès qu'elle m'a regardé, elle m'a donné de l'espoir. Pierre se réfugie dans sa maison. Au total, 12 personnes se succéderont chez elle, quelques jours, jamais plus. Car les miliciens fouillent en permanence les habitations. Je ne suis pas allée les chercher pour les sauver. Ce sont eux qui sont venus vers moi. Ils sortaient de la forêt, ils circulaient sans se faire voir. Comment j'aurais pu les laisser dehors? Impossible. C'était une force qui me venait de Dieu. Rien d'autre. Je voyais bien que les personnes qu'on tuait étaient des êtres humains. Des personnes innocentes. Moi, j'ai choisi, avec la force de Dieu, de les aider. Et si on m'attrapait avec eux, on partirait ensemble. Joséphine tendra la main à chaque Tutsi que le destin placera sur son chemin. Certains iront plus loin encore en provoquant ce destin et en allant chercher eux-mêmes des Tutsis pour les sauver. À une cinquantaine de kilomètres à l'est de Kibuye se situe Shiogwe. C'est un village typique de la campagne rwandaise, posé dans un paysage de collines et de champs. Froduald est un modeste ouvrier agricole. Celui qui tuait était heureux. Il se vantait d'avoir tué beaucoup de personnes. Il était fier de ça. Il le racontait partout. Il n'avait aucun remords. Il y en a même qui ont forcé un homme à prendre sa femme en public. Et ensuite, ils leur ont coupé la tête. Et il n'y avait rien à faire? C'était comme se sacrifier en entrant dans une maison en feu pour sauver quelqu'un des flammes. Comme beaucoup de Tutsis, Antoinette se réfugie dans son village natal pour chercher protection auprès de sa famille et de ses amis. Mais le génocide frappe aussi à Shiogwe. On a quitté la maison vite, on n'a même pas fermé. On est parti comme ça. L'ambiance, c'était la peur. On se demandait ce qui va arriver après. C'est la mort que tout le monde voyait devant lui. Antoinette fuit à la paroisse anglicane. Et c'est précisément là que Froduald vient pour chercher des Tutsis. Mais comment faire pour les sauver? Ce Hutu va mettre à profit toute son expérience de paysan. L'idée du trou m'est venue en écoutant la radio. J'avais entendu que les soldats creusaient des trous et qu'ils y restaient. Alors, pourquoi ne pas creuser un trou et l'utiliser pour sauver des gens? J'ai donc construit un trou comme une maison, avec une petite ouverture pour y entrer. Je l'ai recouvert de branches et de terre, puis j'ai cultivé par-dessus. Et c'est ainsi que Froduald va cacher 19 personnes. C'était là. On était ensemble, les garçons et les filles, et les dames. On était très serrés. On s'allongeait jusqu'à la sortie.
Et au moment de vouloir changer, se mettre de côté comme ça, on comptait 1, 2, 3, et puis tout le monde le faisait à la fois. On a passé des jours comme ça, il pleuvait, de l'eau entrait. Même on mettait les mains comme ça pour avoir de l'eau à boire et puis on buvait. Il rentrait dans les trous entre 3 et 4 heures du matin et n'en sortait que la nuit, sauf quand les miliciens étaient dans les parages. Frodoal, il a préféré nous mettre tout près du chemin pour ne pas soupçonner. On ne faisait pas de bruit. On se parlait très bas, très bas. On se demande si jamais un jour ils viennent ou ils savent où nous sommes, ce serait fini. C'est Dieu seul qui nous protégeait. C'était désespérant. À Chiogwe, Froduald a eu 2 semaines pour réfléchir avant que les tueries débutent. À Kigali, le génocide a commencé dans la nuit du 6 avril. Les Tutsis, par milliers, cherchent à se cacher. Mais où aller? Cet orphelinat accueille à l'époque 65 enfants. Et son directeur, Damas Gisimba, un Hutu, doit faire face à l'afflux de dizaines de familles Tutsis. Toutes espèrent que les miliciens n'oseront pas tuer dans son orphelinat. Au premier moment, ils m'ont envoyé les enfants. Je ne pouvais pas refuser les enfants. Et après, quand c'est devenu très difficile, les adultes ont commencé aussi à rentrer. Et je ne pouvais pas les chasser, parce que j'ai déjà leurs enfants. Comment je vais dire à une maman, n'entre pas, sortez, et que j'ai son enfant. Et en plus, elle fuit la mort. Damas sépare immédiatement les enfants des adultes. Il met les plus jeunes avec les orphelins. Les enfants étaient avec les autres ici dans les dortoirs. Mais les parents, je les avais cachés là-dedans. C'est une infirmerie. On les mettait là-dedans. C'était une toilette. Donc, il y avait 5 personnes ici. Ils étaient tous debout comme ça, hein, serrés. On mettait la porte comme ça et on mettait ça comme ça. Ça cachait les portes et les miliciens ne savaient pas que les gens sont à l'intérieur. Et quand ils voyaient que c'est ouvert, on ne les empêchait pas d'entrer, d'inspecter tout ce qu'ils voulaient. Et là, ils regardaient, ils disaient bon, ça va. En 1994, Pimugabo est un jeune loup de la politique. Tutsi, cofondateur d'un parti d'opposition, il est parmi les premiers sur la liste des personnes à abattre. Lui aussi se précipite à l'orphelinat avec sa femme et ses enfants. Franchement, je ne pensais pas que j'allais suivre. Pourquoi? Parce que chaque jour, on recevait des informations. Telle personne est morte, telle famille a été tuée, telle famille a été tuée. Imaginez passer 3 mois pratiquement dans les toilettes. On devait parler tout bas. Il ne fallait pas regarder par la fenêtre. C'était une situation très stressante. La nuit, ils sortaient pour aller manger quelque chose, un peu se dérouler, parler un peu. Mais je devais d'abord inspecter le lieu si c'est calme, parce que les miliciens, des fois, ils rôdaient un peu partout. Pendant les 3 mois du génocide, les miliciens aidés par la population font régner la terreur partout dans la capitale, y compris devant l'orphelinat. Ici, il y avait une barrière de miliciens. Et les miliciens arrêtaient tous les gens, on les demandait les cartes d'identité. Dedans, ils étaient indiqués l'ethnie.
Et quand tu étais tout petit, ils t'emmenaient dans la fosse commune là-bas, ils te tuaient là-bas, ils te jetaient dedans. Au début, Damas s'attire les bonnes grâces des chefs de milice avec de l'argent, puis de la nourriture. Et quand il n'a plus rien à offrir et que les miliciens commencent à être suspicieux, il tente de les raisonner. Ils étaient à la recherche de Tutsis. Et moi, je leur ai expliqué que, écoute, ça, ce sont mes enfants orphelins. Et je pense que parmi ces enfants, il y a même peut-être les vôtres. Hein, parce que moi, je ne sais pas distinguer un enfant Tutsi ou Hutu. Si tu tues les enfants et que demain, il y a tes cousins parmi ces enfants, est-ce que tu n'auras pas de remords? Donc, ce sont les enfants qui protégeaient les adultes. C'est ce que je dirais. Mais pour que ce stratagème fonctionne, Damas fait croire aux enfants Tutsis que leurs parents sont partis se cacher ailleurs. Les enfants ne savaient pas qu'il y avait des adultes. Parce qu'un enfant, il est innocent. Et un milicien peut lui poser, mais toi, tu es ici, mais où sont tes parents? Et un enfant indique immédiatement, ils sont là. Vous voyez, donc on cachait aux enfants où se trouvent leurs parents. Ça faisait des mois qu'on ne voyait pas nos enfants. Alors, on avait creusé un petit trou et on essayait de regarder par le trou pour voir comment les enfants étaient. Ah, c'est quelque chose de terrible. Excusez, je suis un peu... Quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions. C'est tout. Ah, c'est terrible. Gisimba, bon. C'est le Seigneur, lui, la grâce qu'il a fait, je crois. Cacher, ruser, mentir, tous les moyens sont bons pour sauver des vies. Mémorial de Ntarama, non loin de Kigali. Il a été construit ici en mémoire des 5000 Tutsis qui se sont fait massacrer dans l'église locale. Le professeur Kayishema se recueille devant le mur des noms de victimes. Il a coordonné en 2009 la seule étude universitaire sur les Justes. Elle en recense 270 et, faute de moyens, ne porte que sur 1/10 du territoire rwandais. Nous ne trouvions pas de terme, en français en tout cas, pour désigner ces personnes qui avaient secouru les autres, et nous avons emprunté le terme des justes à la dernière guerre mondiale avec les rescapés juifs qui ont été sauvés par des bienfaiteurs. Et ils les ont appelés les justes parmi les nations. Les justes en général, et c'est peut-être triste à dire, c'est des gens simples, des campagnes, qui n'ont pas une éducation très élevée. C'est ça vraiment le profil type. Parce que des intellectuels qui avaient fait des études élevées, eh bien, on en trouve vraiment peu. C'est des gens qui ne se distinguent pas beaucoup de leurs voisins, mais au moment crucial, ils ont accepté de prendre un choix qui peut constituer un risque énorme. Ces personnes-là se comportent exactement contrairement à la folie collective. Et ce sont donc des personnes qui représentent un modèle pour l'humanité. En 1994, Froduald, l'ouvrier agricole qui cache des Tutsis dans un trou, est père de 5 enfants et sa femme est enceinte du 6e.
Un jour, 3 soldats sont venus ici. Ils me soupçonnaient. Ils ont fouillé toute la maison. Évidemment, ils n'ont trouvé personne car les gens étaient dans les trous. Alors, ils m'ont fait sortir. J'ai pensé qu'ils allaient me tuer, mais ils ont parlé et l'un d'eux a dit « On a fouillé partout et on n'a rien trouvé. » Franchement, vous pensez vraiment que ce gars-là peut cacher des gens et en plus les nourrir? Ils m'ont relâché. C'est un don personnel. C'est difficile d'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parfois, j'allais m'isoler pour réfléchir à ce qui arriverait s'il m'attrapait. Je me disais, bon, s'il m'attrape, je vais mourir avec ces gens, mais ce sont des humains, comme moi. Alors, j'étais prêt à mourir avec eux. C'est Bukiganda, fils de Butete, qui vit à Kidao. Et Laurence, femme de Gakenyeri, à Sandera Birere. Il y a aussi les jeunes gars du secteur de Guitare, plus précisément dans le hameau de Roussidi. Des noms de personnes à abattre sont diffusés sur les ondes dans tout le pays. Après les massacres de masse, place à la chasse à l'homme. Sur les rives du lac Kivu, Kibuye est la région qui compte le plus de Tutsis. La population Hutu chauffée à blanc les traque sans relâche. Pour Joséphine, la tenancière de bar, pas question de garder longtemps chez elle les fugitifs. Les Tutsis n'avaient presque aucune chance de s'en sortir. Car ils n'avaient pas seulement les militaires à leur trousse, ils avaient aussi la population. Chacun était persuadé que le Tutsi était son ennemi personnel. Alors comment pouvait-il s'en tirer? Au Rwanda, il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Alors j'ai volé un bateau pour les envoyer vers l'île d'Idjoui. Là-bas, ils étaient sauvés. Kibuye se situe sur la rive rwandaise du lac Kivu. À 40 km de là, au beau milieu du lac, l'île d'Idjoui, en République démocratique du Congo. Y aller, c'est échapper au génocide. Pierre, l'agent de l'office forestier, sera le premier à faire cette traversée périlleuse à la rame. On a quitté cet endroit vers 8 heures du soir. Vous voyez, passer par là, c'est la voie la plus courte. Mais sur cette île, sur la côte rwandaise, il y avait de nombreux miliciens. Donc on a pris par ce côté et on est arrivé au Congo, à Idjoui, à 4h45 du matin. Tout le monde aime vivre. Je suis heureux parce que je suis vivant. Mais d'un autre côté, je me sens mal pour ceux qui ont perdu la vie sans raison. Et parfois, c'est difficile de raconter cette histoire. L'exfiltration a fonctionné. Désormais, Joséphine va s'ingénier à se procurer de nouvelles embarcations. Grâce à sa débrouillardise, 10 autres personnes vont, comme Pierre, parvenir à rallier l'île d'Idjoui. Mais pour Thomas, âgé de 10 ans à l'époque, impossible de faire seul la traversée, de nuit, en ramant près de 10 heures. Alors Joséphine va l'emmener dans son village natal, un peu plus loin, sur les rives du lac.
Je me sentais en sécurité chez Joséphine, mais dans sa maison. Vu la situation dehors, peut-être que d'aller là-bas, c'était mieux que de rester. C'était un enfant, il obéissait. Je lui ai dit, personne ne te tuera tant que nous serons ensemble. Et si on croise quelqu'un, c'est à moi de m'expliquer. Je me disais aussi, s'ils comprennent que nous prenons la fuite, ils nous tueront. J'avais très peur. Mais j'avais pas le choix. Elle m'a dit, je t'emmène dans ma famille, ils sont bien. Tu n'auras pas à te cacher et tu pourras même jouer avec les autres enfants de la maison. Je leur ai dit, cet enfant est de père Tutsi et de mère Hutu. J'en ai déjà sauvé certains qui sont partis en bateau. Je vous confie cet enfant, mais je viendrai le rechercher plus tard, car tout le reste de sa famille a été tué, et ils ont accepté de le garder. Je suis vraiment fière de ma fille. Vraiment fière. Ma petite sœur était là aussi. Je lui ai dit, laisse-le jouer, s'occuper des vaches, car on ne le connaît pas ici. Ne le laisse surtout pas seul. Ne le cache pas. Je les remercie du fond du cœur. Qu'ils soient bénis pour tout ce qu'ils ont fait. Et qu'ils transmettent à leurs enfants ce courage pour qu'à l'avenir, ils suivent leur exemple. Une fois rentrée chez elle, Joséphine continue sa mission de sauvetage. Ça lui vaut de frôler la mort. Dans les derniers jours du génocide, une femme et son bébé viennent chercher secours chez elle. Mais un gendarme les a repérés et suivis. Il dit à la femme, « Hé, toi, viens ici !» Elle s'est levée, elle a porté son enfant, comme ça, lui a dit de se mettre sur le côté. Moi, je me suis mise par terre à plat ventre. Je n'avais plus ma tête. Je me voyais morte. Et là, j'entends des coups de feu. 2 ou 3, pas plus. La femme a dit, oh là là, on m'a touchée. Et elle n'a plus jamais rien dit. C'était fini pour eux. Joséphine affirme aux gendarmes tout ignorer de cette femme. Il la croit et l'épargne. À Kigali, le directeur de l'orphelinat, Damas, va lui aussi connaître des sueurs froides. Dans le plafond de la cuisine, donc, ils étaient à 8. Bon, l'un est sorti pour aller faire ses besoins. Alors, ils l'ont vu. Alors, ils l'ont attrapé. Ils sont allés immédiatement dans la cuisine, dans le plafond. Et ils ont descendu tout le monde qui était dedans. Parmi les 8, il y avait le neveu de Pi, qui savait très bien que sa femme est dans la grande maison ici, que son oncle, ses enfants sont ici. Alors, il a dit, bon, c'est fini. Ils l'ont torturé jusqu'au petit matin et ils n'ont rien dit. Donc, ils ont été nos martyrs, quoi. Parce que s'ils avouaient, c'était tout le monde. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé d'aller chercher aide. Le salut viendra de hautes personnalités étrangères.
Informées du risque d'un carnage à l'orphelinat, elles vont faire pression sur le gouvernement pour éviter le bain de sang. Quelques jours plus tard, les massacres prennent fin. J'ai sauvé 325 enfants et 80 adultes. Tous, ils étaient au nombre de 405 personnes. Les gens ont fait confiance en moi, ils sont venus vers moi, donc je ne veux pas être lâche et dire non, 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 n'entrez pas. Quelqu'un qui vient te demander secours. Les renvoyer donc dans les dents du loup, donc c'était pas humain, quoi. Et moi-même, je disais, je n'échapperai pas, parce que c'était la mort qui se promenait comme ça. Et je dis, bon, si demain c'est moi, qu'est-ce que je dirais, le bon Dieu, quoi. Je dis, mieux vaut mourir en homme que de mourir lâche et d'abandonner les gens qui sont en danger. À Kigali, Damas a sauvé des centaines de Tutsis. À Chiogwe, grâce à ses trous, Froduald a préservé la vie de 19 personnes. Et à Kibuye, Joséphine a permis à 11 Tutsis de s'enfuir au Congo en bateau. Et garder en sécurité le jeune Thomas. Reste une question. Où nos justes ont-ils puisé cette force qui leur a permis de résister? Chez Damas, c'est presque un devoir familial. Son grand-père a fondé l'orphelinat, son fils a repris le flambeau et élevé à son tour Damas dans l'idée de toujours protéger les plus vulnérables. Je ne pensais qu'à sauver tout le monde qui a couru vers moi. Pour moi, c'est une éducation qui était donnée par mes parents. Ils m'enseignaient toujours l'amour, ils nous enseignaient à aimer l'autre comme soi-même. Joséphine, très croyante, a elle aussi suivi l'exemple de sa mère. 20 ans plus tôt, sa maman avait déjà tendu la main aux Tutsis persécutés. Il y avait une famille que mes parents ont aidée quand on a brûlé leur maison. Elle habitait de l'autre côté de la rivière. Ils étaient venus mettre leurs biens à l'abri chez nous en 1973. Mais à cette époque, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Il s'appelait Aminadabou. Aujourd'hui, les Rwandais connaissent le rôle des justes. Dans la capitale, au mémorial de Gisozi, où sont inhumés les restes de plus de 250 000 Tutsis, une salle leur est même dédiée. Et la photo de Froduald, comme son histoire, y sont exposées. Au sortir du génocide, ces sauveurs étaient souvent mal aimés. Traîtres aux yeux de bien des Hutus, toujours suspects aux yeux des Tutsis. Il faudra donc attendre plusieurs années avant que la société ne les reconnaisse pour ce qu'ils sont. Je baignais un peu dans cette conviction que à peu près tous les Hutus avaient été d'une façon ou d'une autre des bourreaux, que ce soit par l'usage de la machette ou celui de la dénonciation. Quand nous avons mené cette étude, nous avons remarqué qu'il y avait quand même bien plus de gens altruistes que nous n'avions pensé auparavant. Parfois, mes enfants me demandent pourquoi tu n'as plus tes parents, tes grands-parents et les autres. On leur dit, c'est à cause du génocide. Mais si on s'arrête là en disant que les Hutus ont tué des Tutsis à cause d'une politique, on oublie que c'est une Hutu qui m'a sauvé. C'est ça ma vie.
Et maintenant, quand vous rencontrez Joséphine, qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens comme quelqu'un qui rencontre son sauveur. Humainement, elle est mon sauveur. Donc vous pouvez le comprendre vous-même, le ressentir vous-même. Si vous revoyez celle qui vous a sauvé la vie, ouais, je plane. La seule chose que tu ne peux pas remplacer, c'est ta maman. Mais Joséphine, je la prends pour une maman, comme un modèle. Elle m'aide. Elle me donne des conseils quand j'en ai besoin. Vraiment, ça me redonne confiance en moi. L'un de ceux que j'ai sauvés m'a donné une vache, une très belle vache. Et il a témoigné devant tout le monde combien c'est bon de récompenser les gens qui vous ont fait du bien. Rien ne vaut la générosité. Si injuste, c'est quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à lui-même. Simba est injuste. Aujourd'hui, quand je pense à ce qui s'est passé, je dis quand même, j'ai donné l'honneur à mes parents. Là où ils sont, quand même, ils sont fiers. Cet homme, vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'était un héros pour nous. Hein? Tout le monde savait que si on t'attrape avec quelqu'un que tu as caché, tu étais tué. Mais lui, il a dépassé ça. Il faut chanter ça. Son héroïsme, parce que depuis le début, c'est la seule personne que j'ai vue qui s'est donnée. Quand quelque chose est bon, il faut en parler. Comme ça, celui qui écoute pourra faire la même chose, suivre l'exemple. Il faut montrer les bonnes actions, partout. Et si ce n'est pas moi qui le raconte, d'autres le feront. Que les gens apprécient ou pas ce que j'ai fait, le plus important, c'est qu'on le raconte. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes venu ici, pour rapporter mon témoignage. Voilà pour ce reportage signé Luc Laguin-Boucher sur le Rwanda 1994. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.